Mary-Diane Clark. Professeure à l'Université de la Saskatchewan depuis 1992, Mary-Diane Clark a produit 14 pièces de théâtre et une trentaine de lectures théâtralisées dans le cadre d'Unithéâtre, troupe francophone amateur sur le campus. Suite à sa participation au Cercle Université-Communauté, organisé en 2009 par l'Institut de Regina, ses soirées de variété ou en scène et ses conférences ont pour objectif d'affirmer la vivacité de la communauté et de la littérature fransaskoise. Ses activités de recherche et les thèses qu'elle dirige portent le plus souvent sur les stratégies narratives de dédoublement dans les romans contemporains de la France et du Québec, et sur les personnages féminins et autochtones de l'Ouest canadien. Elle est membre du conseil d'administration de la Troupe du Jour depuis 1995 et depuis 2017 membre de l'ACFAS, Association francophone pour le savoir, et du Cercle des écrivains organisé par la Troupe du Jour. En février 2020, elle a fondé avec ses collègues Jeff Klassen et Henri Biaé le collectif d'études partenariales de la Fransaskoisie ou CEPF. Elle est aussi devenue membre du comité d'édition de la revue À ciel ouvert en 2020. Mary-Diane Clark remercie les participants et participantes de la conférence, ses compagnons et ses compagnes d'écriture du Cercle des écrivains, les directeurs de la Troupe du Jour, À ciel ouvert, et le Conseil culturel fransaskois, ainsi que le comité exécutif de l'ACFAS. Leur enthousiasme et leur dévouement l'encouragent à poursuivre sa nouvelle trajectoire d'écrivaine et lui procurent le sentiment d'appartenir à une belle équipe. Trouver le temps d'écrire est son plus grand défi, surtout depuis qu'elle est devenue directrice de son département. Elle remercie Jeff Klassen et Henri Biaé pour avoir travaillé avec elle à l'organisation de cette conférence, entre autres activités du CEPF. Mais aussi son collègue Romain Charéron, sa classe de théâtre 345-846 et Maouli Koukblenou pour avoir assuré avec elle la conception des diaporamas. Pour cette conférence, Mary-Diane Clark lit un passage du roman qu'elle écrit depuis près de 2 ans. L'œuvre inédite s'intitule « Appel du Sud et de l'Orient ». Le Sud renvoie à la France, à ses origines provençales et à sa vie familiale dans le Midi, tandis que l'Orient rend témoignage aux origines vietnamiennes de sa grand-mère. Bonjour. Mon roman qui s'intitule Appel du Sud et de l'Orient relate l'histoire de Marie et de sa famille qui vivent dans un village au sud de la France. Je viens moi-même du Midi. Je suis née à Salon de Provence, près de Aix-en-Provence, et j'ai grandi à Nice. Dans le passage que je vais lire, Marie s'endort et rêve. Elle retrouve sa sœur Mélie dans le premier espace onirique et sa mère Janine, sa grand-mère Mine et sa grande-tante Ven dans le deuxième espace onirique. Appel du Sud et de l'Orient. Pendant que son père ouvrait le divan parental pour la nuit, Marie se recroquevillait dans son lit. Elle commença la lecture d'un roman de Pearl Buck que sa grand-mère, Mamie Mine, venait de lui offrir et qui s'intitulait La mer. Derrière le four de terre, dans la cuisine d'une petite ferme au toit de chambre, la mère, assise sur un tabouret de bambou, alimentait d'herbe le trou du foyer, où le feu brûlait sous un chaudron de fer. La flamme venait de s'élever et la mère agitait tantôt une brindille ou une poignée de feuilles, puis enfournait de nouveau quelques herbes sèches coupées par elle l'automne dernier. Marie ne put finir la phrase. Le livre glissa sur sa joue et sous l'emprise du sommeil, elle se laissa transporter dans la cour d'une abbaye, envoûtée par une odeur de feuilles calcinées. Ou serait-ce l'odeur de poussière sous la lampe de chevet? Sous ses draps, Marie se perd dans la nuit, flotte, s'élève, traverse des miroirs, nage dans les vagues du temps.
Elle atterrit sur une souche près d'un feu de bois. Collée à sa sœur Mélie, elle se laisse effleurer par la caresse des cendres qui font naître au fin fond de son âme une poésie ensorcelante. Les feuilles et les brindilles s'envolent dans la flamme caressante. Les yeux de l'enfant fixent au loin la croix aux lueurs inquiétantes. Elle croit percevoir parmi les tombes le faible sourire d'un défunt, mais l'étrange cri d'une cigale éloigne l'esprit importun. Marie laisse Mélie parmi les anges et poursuit seule son chemin insolite. Elle écoute les cailloux crisser sous ses pas. Elle perçoit le bruissement narquois des buissons. Elle sursaute sous la griffe d'une branche. Elle frémit à la vue des grands arbres qui la lorgnent, tels des bouches avides d'âmes fraîches. Le sentier la mène malgré elle vers le cimetière. Elle entend le chuchotement inaudible des êtres disparus, jusqu'au moment où le ululement d'une chouette la tire de sa rêvasserie funèbre. L'oiseau se tord le cou pour lui montrer une échelle. Marie s'élance, y grimpe, prend son ascension, et la voilà qui plonge dans le bleu des horizons. Elle traverse des espaces, survole océans et montagnes, pour finalement se retrouver près d'une petite fille aux yeux bridés, à la chevelure lisse et noire. Elle s'assoit près d'elle sur une natte de bambou. Elle reconnaît la petite Eurasienne, la petite Janine que sa mère était il y a 20 ans. Toutes les deux, mère et fille, devenues jumelles, sont asphyxiées par la fumée produite par les épines de pin qu'elles viennent de ramasser. C'est pour le feu qui fait mijoter la soupe. Mais au moment de saisir leur bol, maman Mine et leur tante Ven les rejoignent et les tirent par le bras. L'alerte est donnée. C'est la bousculade générale dans un concert de voix humaines, exhortations parentales, pleurnichements d'enfants et cris de nourrissons. Petits et grands courent le long du sentier, dans la nuit chaude et pluvieuse. Ils n'ont pas besoin de veste ni de parapluie. Les hommes rappellent aux enfants de se déshabiller. L'ordre est exécuté sans la moindre hésitation. Marie et Janine sautent dans une tranchée, tels des vers peu soucieux de la nudité de leur accoutrement. Le vrombissement des moteurs d'avion résonne au loin, se rapproche, devient menaçant, envahit le ciel sombre. Marie et sa petite mère regardent leurs pieds et comptent les petits insectes, tandis que le ciel brûle vers le nord. Le bruit des moteurs s'estompe, s'évanouit dans le lointain, mais les traces sanguinolentes qui sillonnent le ciel rappellent encore que l'ennemi a menacé la population villageoise dans cette région au nord de l'Indochine. Marie sort de la tranchée aidée par la petite Janine. Maman Mine leur fait signe. Filles et mères marchent, bras dessus, bras dessous, dans la nuit encore éclairée par les traînées lumineuses des avions. Soudain, une clarté rougeâtre réchauffe l'atmosphère humide. C'est alors qu'elles reconnaissent leur cabane et la voient s'effondrer dans un brasier crépitant. Maman Mine se désole que leurs modestes biens et surtout leurs robes ne sont plus que fumée. Sa belle-sœur se lance dans une tirade intempestive à la pensée que ses paniers de verres de soie et de cocon et ses heures de patiente labeur ne sont plus que cendres. Les filles se lamentent plutôt d'avoir perdu les cahiers reçus à l'école où elles ont passé 2 mois. Ces cahiers, c'était pour Janine le plaisir de tracer les lettres de son parler, des lettres de son enfance, de jouer avec les tons et les accents et surtout de redécouvrir ces mots que la langue vietnamienne emprunte des Français. Chemise, chef, carotte, poupée. Dans la nuit, Marie promet à Janine qu'elle lui fera répéter la bonne prononciation des syllabes françaises. Café, chocolat, sauce. Maman Mine est contrariée d'avoir perdu le peu de marchandises qu'elle venait d'acheter aux paysans pour les revendre aux habitants des villages voisins le lendemain. Il faudra tisser, tricoter, encore, explique-t-elle. La veille, sa belle-sœur avait joué aux cartes avec la fille et la femme de l'éleveur des vers à soie du village. Elle déclare qu'elle ira quémander des chenilles en échange de quelques dons cachés dans sa ceinture. Mais quelques heures plus tard, fille, mère et tante décident de se joindre à la file des migrants qui partent vers d'autres lieux plus sécurisants.
Elles remplissent leurs paniers et ajustent leurs fléaux, et c'est avec regret qu'elles désertent ce village, anticipant les courbatures et les boursouflures, les sueurs et les peurs que leur réserve la nature ou l'approche inattendue d'un véhicule blindé. Marie entend le cordonnier dire qu'on dormira dans une grotte à plusieurs kilomètres d'ici. Elle voudrait bien en savoir plus, mais la voix du cordonnier se perd dans le bruit des pierres que les dizaines de pieds nomades traînent au passage. Pierres et poussières alourdissent l'atmosphère, nuages opaques, esprits brouillés, brume vaporeuse, Marie sombre dans un plus profond sommeil. Merci.